Eh bien, bonjour à tous. Je suis très émue d'être parmi vous aujourd'hui parce que ça fait quelques années que je ne suis plus intervenue aux Agile Tours. Donc, je suis ravie de passer cette journée avec vous. Je tenais à remercier bien évidemment les organisateurs d'avoir retenu ma proposition et puis tous les sponsors sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Je me présente en quelques mots. Donc Véronique Messager. J'ai fait partie avec Claude Aubry, Laurent Morisseau, Alex Boutin, que vous connaissez peut-être, des pionniers de l'agilité il y a une vingtaine d'années déjà. Et mes centres d'intérêt autour de l'agilité ont évolué avec les années. Au début, c'était vraiment les méthodes agiles que je déployais auprès des équipes. Et puis très vite, je me suis formée au coaching en 2008 pour mieux comprendre le fonctionnement des personnes, les résistances, les interactions, etc. Donc je me suis formée au coaching et à partir de là, j'ai vraiment été la posture de coach agile à partir du début des années 2010 et j'ai formé beaucoup de coachs agiles en France. Après, je me suis intéressée aux managers parce que l'agilité devenant une grosse tendance, beaucoup de coachs agiles, c'est un métier qui se développait. Moi, je me suis intéressée aux managers parce que ça devenait plutôt le point d'achoppement dans les projets de transformation. Et d'ailleurs, les managers aujourd'hui sont toujours mon centre d'intérêt principal. Je les accompagne, je les forme pour qu'eux-mêmes puissent mieux accompagner leurs collaborateurs dans les transformations. Et je m'intéresse encore plus précisément justement à ces individus, ces collaborateurs qui, dans des contextes de transformation, vivent ça de façon très différente. C'est pour ça que j'aborde ce sujet-là sous l'angle de l'agilité individuelle. Voilà. C'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. Et accessoirement, j'ai rédigé 2 ouvrages. Le premier commence à dater, puisque c'était Gestion de projet agile qui date de 2007. Et le deuxième, pareil, date depuis 2012, même s'il a été réédité depuis, Coacher une équipe agile. Voilà. Et je suis en train de rédiger le 3e sur précisément l'agilité individuelle, qui paraîtra que l'année prochaine. Voilà. Alors, avant de démarrer sur cette agilité individuelle, je voulais partager avec vous une aventure que j'ai eu la chance de vivre en Polynésie sur un catamaran. Et j'ai relié cette aventure à mon métier de coach qui accompagne des équipes et des personnes face à l'incertitude et le changement, les imprévus et liés au changement. Donc nous sommes à Bora Bora, il est 22h, nous sommes sur un catamaran, nous sommes 7 à bord, dont 2 skippers expérimentés. Tout est prêt pour larguer les amarres. Notre destination, c'est Mopiti. Mopiti, c'est une île paradisiaque à quelques milles marins de Bora Bora. La météo s'annonce clémente. Tout est planifié, la traversée est planifiée pour arriver précisément dans une fenêtre entre 6 et 8 heures à Mopiti, parce que pour rentrer dans le lagon, il y a une passe qui est très étroite avec de la houle qui refoule, donc c'est très compliqué pour y rentrer et donc il faut trouver cette bonne fenêtre. Donc on a tout planifié, on a prévu la route, le cap, etc. Et les skippers ont prévu aussi leur quart. Vous savez que quand on navigue, quand on est plusieurs navigateurs, on fait des quarts de 3 heures, de 4 heures, voilà, on se relaie. Donc nous larguons les amarres, nous prenons la mer, confiants, tout paraît sous contrôle. Et malheureusement, on va voir avec la suite de l'histoire que tout n'était pas sous contrôle finalement. Donc on prend la mer et au bout d'1 heure ou 2, on voit une houle se former, le vent se lever, la mer qui grossit, et puis comme un imprévu n'arrive pas seul, nos instruments, le pilote automatique et le GPS tombent en panne, en pleine nuit, au milieu de nulle part. Donc les skippers vont être obligés de naviguer de façon classique avec les cartes, le compas, etc. Et puis, comme un deuxième imprévu n'arrive pas seul non plus, eh bien, la pluie se met à tomber très fort. Donc, nous n'avions pas prévu cette pluie.
nos cirés sont dans nos cabines, donc le pont est très vite inondé, nous sommes très vite trempés, avec certains qui commencent à avoir le mal de mer. Je vous laisse imaginer la traversée qui devait être un super moment, une super belle aventure, ça devient une traversée vraiment très inquiétante et très, très stressante, quoi. Les skippers commencent à... Alors, ils ne nous montrent pas qu'ils sont stressés, ils se relaient, ils communiquent quand l'un va dormir et quand l'autre reprend la barre. Donc, ils ne paniquent pas, ils arrivent à garder le cap. Et finalement, au petit matin, on arrive en vue de Mopiti. La météo s'est calmée, mais on a dépassé la fenêtre. Donc, ça va être plus difficile pour rentrer dans cette passe. Donc les skippers vont vont s'y reprendre à plusieurs reprises, hein, pour pouvoir entrer, ajuster la trajectoire. Je vous ai dit la houle refoule. Hein, donc, et puis en fait, les cartes décrivent un certain terrain, certains récifs, et finalement la réalité, elle est autre. Donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et finalement, on ajuste et on arrive à passer cette passe que vous voyez ici au fond de l'image, qui est, vous voyez, très, très étroite, et on débouche enfin dans ce lagon paradisiaque qui est le lagon de Mopiti. Alors voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote parce que tout ce qui s'est passé à bord, finalement, c'est de l'imprévu. Et qu'est-ce qu'on a mobilisé pour arriver à bon port? À votre avis, qu'est-ce qu'on a pu mobiliser pour arriver du sang-froid? Bien sûr, de l'agilité. Merci de faire la transition. Donc des compétences du savoir-faire, de l'expérience, en tout cas celle des skippers, du sang-froid, de la solidarité, et tout ça évidemment pour nous adapter et développer finalement spontanément notre agilité individuelle et collective, puisque tout l'équipage finalement s'est adapté. Donc c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, l'agilité individuelle. Je vais revenir dans nos environnements. Alors, qu'est-ce que c'est l'agilité individuelle? C'est l'aptitude à décider et à agir face à l'imprévu, face au changement. Cette agilité individuelle, elle repose sur des mécanismes adaptatifs que nous avons tous en nous, à des degrés plus ou moins développés, des mécanismes cognitifs, c'est-à-dire la façon dont nous pensons et nous traitons l'information, des mécanismes émotionnels, qui sont la façon dont nous gérons, régulons nos émotions, des mécanismes relationnels, la façon dont nous entrons en lien avec les autres, et enfin des mécanismes d'apprentissage, c'est la façon dont nous tirons profit de l'expérience au fil de l'eau. Donc, si l'on comprend ces mécanismes et qu'on prend conscience de ces mécanismes en nous, eh bien, on peut améliorer, développer notre agilité individuelle qui va nous permettre de mieux affronter le changement. C'est utile aussi, si parmi vous il y a des managers, de comprendre ces mécanismes. C'est important pour mieux comprendre les collaborateurs que vous accompagnez à vivre le changement. Alors, je parle d'une agilité individuelle, mais finalement, il y a 4 agilités. L'agilité cognitive, l'agilité émotionnelle, l'agilité relationnelle et l'agilité d'apprentissage. Ces agilités ne fonctionnent pas isolément, elles sont interdépendantes, elles s'influencent. Par exemple, si j'ai une émotion non régulée, mal gérée, ça peut altérer ma capacité d'analyse et mon jugement peut se rigidifier. Si j'ai une pensée trop rigide, ça peut nuire à la qualité de mes relations avec les autres. Surtout si je veux absolument avoir raison et que j'ai une certitude vraiment dont je n'en démords pas. En revanche, une très bonne qualité relationnelle, une bonne ambiance dans une équipe permet de plus facilement d'avoir un apprentissage collectif. Et lorsqu'on a des apprentissages, quand on a des petites victoires, eh bien ça renforce notre confiance.
en nous-mêmes et en l'équipe, et ça permet de développer des ressentis beaucoup plus positifs. Donc vous voyez que chacune de ces agilités a une influence sur les autres. Ma conviction, c'est que l'agilité individuelle, c'est l'unité de base dans un système composé d'individus, et ce sont les interactions entre ces agilités individuelles, ou entre ces individus, qui est le moteur d'une agilité organisationnelle. Alors, je vous propose d'explorer chacun de ces leviers, et pour chacun d'entre eux, de vous fournir une ou deux clés pour pouvoir activer ces leviers. Ça va jusque-là? C'est clair? Alors, l'agilité cognitive. Donc, comme je disais, c'est notre façon de penser, de traiter l'information face à l'imprévu. Sur le kata, pendant la nuit, là, pendant la traversée, les skippers, ils n'avaient plus de pilote automatique. Donc, ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Et en plus, ils étaient deux, mais comme ils font des quarts, il y en a un qui dort, il y en a un qui est à la barre. Donc, ils ne peuvent compter que sur chacun, sur lui-même, quoi. Donc, basé sur l'expérience, basé sur les perceptions, basé sur ce qu'ils observent, il n'y a plus de pilote automatique. Donc, ils doivent solliciter leur créativité, leur capacité adaptative. Et ça tombe bien parce que nous avons deux systèmes de pensée. Le système 1 et le système 2. Ce sont des vitesses de pensée. C'est Daniel Kahneman, je ne l'ai pas écrit, mais vous trouverez Daniel Kahneman, système 1, système 2, qui a développé ce concept. Le système 1, c'est le système automatique, rapide, très utile, qui se déclenche quand, par exemple, j'arrive au feu rouge, je dois m'arrêter, je m'arrête, et quand le feu passe au vert, je redémarre. Je ne suis pas là en train de réfléchir pendant 5 minutes, ce que je dois faire, etc. C'est inné, c'est automatique. Ça, c'est notre système 1. Les habitudes qu'on a créées, notre expérience. Et il y a le système 2. Le système 2, lui, on appelle le système adaptatif, c'est le système qui nous permet justement, face à une situation nouvelle, de se dire « Attends, là, mon cerveau ne connaît pas ». Qu'est-ce que je dois faire? Donc je commence à raisonner, je commence à enclencher des mécanismes qui vont me permettre d'être plus créatif, d'être peut-être plus challengeant, qui vont questionner les évidences. Donc c'est ce qui va permettre à notre skipper finalement de trouver les bonnes techniques pour nous amener à bon port pendant que les éléments se déchaînent. Le mot est un petit peu fort, hein, on n'a pas vécu non plus une tempête. Mais en tous les cas, c'est un système qui nous permet d'être plus créatif par rapport à quelque chose qui tombe. Voilà. Et le danger, c'est que le système 1 crée des biais cognitifs. Vous avez entendu parler peut-être des biais cognitifs. Ce sont des raccourcis mentaux qui, en fait, altèrent notre capacité de jugement. On s'en tient à ce qu'on croit au départ. Par exemple, c'est le biais de confirmation. J'ai une certitude, j'ai une croyance. Eh bien, toutes les informations que je reçois, je vais les interpréter comme venant confirmer ma croyance. Évidemment, je sélectionne les infos qui vont dans ce sens-là. Je ne veux voir que ce que je vois et je n'entends que ce que je veux entendre. Ou il y a aussi le biais de statu quo. Le biais de statu quo, c'est ce que j'ai, c'est très bien. J'ai une aversion au changement et à la perte, donc je vais maintenir une position qui est celle que je connais. Donc, système 1, très fort, bloquant. Donc, l'agilité cognitive, c'est justement la capacité de basculer d'un système 1 à un système 2. Prenons un projet, il reste 30 ou ça fait 30? Il reste 30. J'ai eu peur. Pardon. Donc, prenons un exemple d'un projet. Une entreprise décide de lancer une transformation pour passer à une organisation produit. Vous savez, c'est un peu tendance, hein. Vous connaissez un petit peu le contexte. Donc, une annonce, 4 réactions différentes.
Vous avez Sophie, qui est chef de projet depuis 10 ans. Alors elle se dit, mais c'est du n'importe quoi, pourquoi on change quelque chose qui fonctionne bien? Elle était très à l'aise dans cette organisation. Elle se demande si c'est pas poursuivre une mode. Donc son système 1, là, il est à l'œuvre. Hein, et elle est dans la résistance. Thomas, lui, il dit rien. On ne sait pas trop ce qu'il pense. On a l'impression que ça glisse un peu sur lui. Continue à travailler, bon, il ne change pas grand-chose, quoi. Donc lui, pareil, système 1 pour l'instant, fixe, et il n'a pas enclenché encore son système 2. Eva, elle se pose la question, elle se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça peut bien nous apporter, cette organisation produit? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va changer pour mes utilisateurs? Donc vous voyez, dans son raisonnement, dans sa réaction, elle a commencé à se poser des questions. Elle n'est pas restée figée. Et Karim, lui, il est complètement dans le système 2. Lui, il se dit, ah génial, tiens, je vais aller voir ce qui se fait, je vais me documenter, je vais aller sur Internet, je vais essayer de rencontrer d'autres acteurs qui ont vécu la même chose. Il est déjà en train, vous voyez, de démarrer sa stratégie d'adaptation. Donc, on voit que la même annonce, avec les mêmes éléments d'information, eh bien, il y a 4 réactions différentes selon la façon dont on active ou on inhibe notre système 2. Parce que le système 2, on ne se dit pas forcément consciemment, hein, bon là, il faut que j'active mon système 2. Hein, ça se fait tout ça inconsciemment. Hein. Alors, j'avais une petite proposition à vous faire, voir pour expérimenter votre agilité cognitive. Votre direction annonce un projet de réorganisation majeur. Là, vous la prenez, là, maintenant, hein, chacun dans vos contextes respectifs. Je vous invite à être attentif aux tout premiers instants. Quelles sont vos premières pensées? Les mots qui vous viennent spontanément à l'esprit par rapport à cette annonce. Comprendre. OK. Parce que de toute façon, en tant que manager, on doit après l'expliquer pour pouvoir faciliter l'acceptation des OK. personnes. Donc c'est la première chose avant l'action. Parce que l'action tout de suite, ça peut amener aussi à des biais. Tout à fait. Comprendre. D'autres mots qui vous viennent? Encore. Ouais. Vous voyez, c'est pas la même, on n'est pas dans la même, même si c'est une boutade, hein, j'ai bien compris. Mais on est, vous voyez, rien que comprendre et encore, vous voyez qu'on n'est pas sur le même état d'esprit. Hein. Donc finalement, vous voyez que la diversité de vos réponses, bon même là, si on en a 2, on réagit tous différemment. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas faire une généralité. Donc en tant que manager, quand on accompagne, ou quand on est coach et qu'on accompagne aussi des transformations, il faut prendre en compte chaque individualité. Alors, je vous ai dit que j'allais vous proposer quelques clés, même s'il y en a beaucoup plus. Là, je vous en ai choisi quelques-unes. Donc, la clé de l'agilité cognitive, c'est nommer le changement avant d'agir avec le recul nécessaire. Et, je n'ai pas votre prénom, Bruno, merci, parce que finalement, c'est ce que vous venez de dire. Comprendre, ça veut dire mettre des mots sur c'est quoi ce changement. D'abord, pourquoi, et ensuite, ça va être quoi ce changement? Voilà, exactement. Voilà, pour comprendre ce qui va concrètement changer dans le quotidien de chacun. Hein. Et ça peut changer des choses évidemment différentes selon le rôle, selon... voilà. Donc, oups, je vais bien finir par tomber. Hein. Donc, quelques questions, les clés que je vous donne, hein, c'est voilà, une espèce de maxime, entre guillemets, et des questions. Parce que pour amener les gens à bouger, à réfléchir, à développer leurs différentes agilités, c'est le questionnement. J'ai vraiment une posture de coach pour ça. Donc, question de recul pour soi. Déjà, est-ce que je réagis par réflexe ou est-ce que j'évalue objectivement la situation? Hein, voilà, quand on dit non mais c'est n'importe quoi, encore une mode, vous voyez que là c'est un réflexe. Donc, se poser la question déjà vous-même, est-ce que la façon dont j'analyse la situation, est-ce que, je vais mettre la chaise, voilà, comme ça je... Et puis, question à poser à votre équipe ou aux personnes que vous accompagnez, mais c'est valable encore une fois pour vous, qu'est-ce que tu comprends de cette réorganisation? Qu'est-ce qui va changer pour toi, pour l'équipe, pour le collectif? Et qu'est-ce que ça induit concrètement
dans ton quotidien. Voilà. Donc là, on a enclenché chez l'autre une réflexion, d'accord, pour sortir de cet état de blocage qui est mais c'est n'importe quoi, encore une, voilà. Passons maintenant à l'agilité émotionnelle. Donc c'est notre façon de ressentir et de réguler nos émotions face à l'imprévu. Je reviens encore au kata, on avait tous peur pendant la nuit. Il y a ceux qui étaient au fond de leur cabine complètement... mais bon, ceux qui étaient sur le pont, on avait tous peur, y compris les skippers. Mais notamment eux, ils ont su dominer leur peur, ne pas y céder pour continuer à prendre des bonnes décisions et à maintenir le cap. Alors, face à une situation inconnue ou imprévue, notre cerveau détecte une menace. Donc, il a des réactions automatiques. Les réactions automatiques qui sont la fuite, la lutte ou l'inhibition. La lutte, c'est pour échapper au danger. La lutte, c'est pour affronter la menace. Et l'inhibition, c'est pour disparaître ou se soumettre. Ce sont des réactions archaïques, héritées de l'évolution, du temps des bêtes sauvages dans la forêt. On parle de la préhistoire. Donc ça génère de l'agressivité, du découragement, de la passivité. Ils sont normaux, ces mécanismes. Ils font partie de nous. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, ils sont inappropriés dans un contexte professionnel. Même si on nous annonce une transfo et qu'on va avoir à changer d'outils ou de méthode de travail, on est loin des bêtes sauvages. Donc, ces réactions sont disproportionnées par rapport à notre quotidien. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de dépasser les premières émotions et traiter ces émotions comme des informations. En fait, si vous connaissez la communication non violente, certains d'entre vous connaissent la communication non violente. Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, dit que les émotions sont des fenêtres ouvertes sur nos besoins. Donc derrière une émotion, en fait, il y a une information, un message qui nous dit là, tu as peur, mais de quoi tu as besoin si tu as peur? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Donc, derrière l'émotion de la peur, il y a un besoin de sécurité, peut-être de clarté, pour y voir plus clair et être rassuré, comprendre, comme vous disiez, Bruno. Derrière la colère, il y a un besoin de reconnaissance ou de respect. Derrière la tristesse, il y a un besoin de réconfort, d'écoute. Vous voyez que si on dépasse des réactions qui sont un peu épidermiques et qu'on a un peu d'empathie, on peut essayer d'aller creuser derrière ces premières réactions émotionnelles. Donc l'agilité émotionnelle, c'est la capacité non pas à nier ou à mettre ses émotions sous le tapis, mais à les accueillir et essayer de lire le message qu'elle veut nous transmettre sur de quoi avons-nous besoin. Et comme nous sommes des individus avec chacun notre personnalité et notre singularité, ce n'est pas vrai, la réponse n'est pas la même pour chacun des individus. C'est ce qui complique aussi, évidemment, le management et l'accompagnement des personnes. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse. Si on reprend nos personnages, donc Sophie, elle s'entête, elle est en colère, elle est dans la lutte, elle coupe la parole pendant les réunions, elle conteste le projet, elle conteste les chiffres, elle persévère dans cette lutte. Et elle commence à se désespérer parce qu'on ne l'entend pas ou on ne l'écoute pas. Thomas, lui, se mure dans le silence, il n'exprime rien. On ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Probablement qu'il a peur de ne pas être à la hauteur dans cette nouvelle organisation. Mais c'est une hypothèse. Là, il va falloir aller, surtout pour un manager, il va falloir aller le questionner et le mettre à l'aise pour qu'il puisse s'exprimer. Eva, elle dit concrètement, moi je me sens perdue.
je me sens perdue, j'arrive pas à retrouver ma place dans cette future organisation. Mais elle exprime quelque chose. Le fait qu'elle exprime qu'elle est perdue, elle révèle un peu d'anxiété. À partir du moment où on a détecté ce besoin, on va pouvoir y répondre. Son manager va pouvoir l'accompagner pour qu'elle soit moins anxieuse. Quant à Karim, lui, il sent un peu d'inquiétude aussi, mais il en a conscience et il se dit, bon, si je suis inquiet, c'est que c'est parce que je n'ai pas bien compris, c'est parce que je voudrais savoir s'il y a eu déjà des succès, il y a eu des exemples qui ont bien réussi ou qui ont mal réussi. Donc lui, il se documente. Et donc, il a besoin d'avoir des informations, il va les chercher. Voilà. Ou il prend même rendez-vous avec son manager pour pouvoir avoir des explications plus claires. Donc vous voyez, là aussi, agilité émotionnelle différente entre ceux qui dominent leur peur, en tout cas qui en ont conscience et qui essayent de faire quelque chose, et ceux qui restent campés sur une émotion qui est mal gérée en fait. Alors un autre petit exercice, on va reprendre notre cas où on vous annonce une transformation majeure dans votre contexte. Là vous la prenez maintenant, essayez d'être connecté à vos émotions. Là, je ne vous demande pas ce que vous pensez, mais essayez de sentir voilà, ce qui vibre là, les premières émotions qui arrivent. Alors, je sais que l'exercice est difficile parce que quand j'accompagne, que ce soit des managers ou des équipes, on n'est pas très à l'aise avec les émotions parce qu'on n'a pas appris. Maintenant, ils apprennent à l'école, heureusement. Mais nous, on n'a pas appris à parler de nos émotions. Et même si on nous a même dit les émotions, c'est pas en entreprise. On les laisse à la porte. Donc, on n'a pas de vocabulaire. Donc, pour ça, souvent, je fournis des listes d'émotions pour pouvoir permettre de nuancer en fait l'émotion. Quand vous dites j'ai peur, ça ne veut pas dire grand-chose parce que je peux être terrorisée ou je peux être juste anxieuse. Donc quand vous soumettez ces listes aux personnes avec qui vous travaillez pour qu'elles puissent exprimer ces émotions, eh bien ça les aide de façon à pouvoir exprimer réellement. Voilà. Donc je ne sais pas, là parmi tous ces termes-là, on vous annonce cette transformation, là à l'instant. Qu'est-ce que vous ressentez selon vous ? Comment ? Ah, super. 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 Mais il y a aussi des émotions positives, heureusement. Bien sûr. D'autres réactions ? Dubitatif. Ouais, donc là, il y a une forme de besoin derrière. J'ai besoin, encore une fois, de clarification. Oui, Bruno ? Ouais. Sur l'énergie que ça va devoir demander. Ok. Vous voyez ? Donc, il y a des nuances dans tout ce que vous venez de dire. Donc, il y a des approches un peu différentes. Merci. Donc, une clé pour l'agilité émotionnelle. Donc, retenez qu'une émotion non nommée nous pilote, alors qu'une émotion nommée devient une information. C'est clé. Donc, la question que je viens de vous poser, essayez de vous la poser régulièrement quand vous vivez quelque chose d'inconfortable ou de désagréable, et puis avec vos collègues, vos collaborateurs, si vous êtes manager. Qu'est-ce que tu ressens face à ce changement ? Et alors là, c'est un petit peu plus difficile, il faut aider, mais quel besoin cette émotion cherche-t-elle à signaler ? Donc, tu n'auras plus peur si tu as quoi ? Voyez ? Donc, n'hésitez pas à faire émerger ces émotions, c'est clé. Troisième agilité, c'est l'agilité relationnelle. C'est notre façon d'entrer en lien avec les autres face à l'imprévu. Sur le bateau, on n'a pas traversé cette tempête chacun dans notre coin. On était un équipage. Et au final, on l'a traversé ensemble. Donc l'agilité individuelle n'était pas suffisante. C'est parce que nous avons aussi eu des relations, la solidarité, des interactions avec les skippers qui nous rassuraient, etc. Donc l'agilité relationnelle, c'est la capacité à entretenir des relations clés
qui vont pouvoir nous aider. Quand on atteint les limites, et on a tous des limites, de nos capacités adaptatives, eh bien on peut compter sur les autres. Parce que eux, les autres, vont être un peu le relais pour nous aider. Alors les autres, c'est un collègue, un père, un manager. Que fait Eva? Elle va voir son manager, elle demande à voir son manager. Donc en fait, les autres peuvent nous aider et nous relayer dans justement le développement de cette agilité émotionnelle. Alors évidemment, il y a 2 prérequis. Il faut que on ait développé des relations de confiance. Il y avait une question à la fin de la prestation de Pierre tout à l'heure, justement, comment on crée cette confiance bon, c'est un vaste sujet, mais il faut avoir créé ces relations de confiance avant d'en avoir besoin, tant qu'à faire. Et puis, le deuxième préalable, c'est qu'on puisse avoir conscience de ses émotions et de ses pensées, ce qu'on vient de faire, pour pouvoir adapter notre communication, parce qu'on voit bien que quand on est tendu, en colère, notre communication n'est pas top. Donc, notre communication n'est pas top, donc nos relations ne sont pas top non plus. Donc, c'est pouvoir adapter aussi sa communication à ce qu'on pense et à ce qu'on ressent. Donc, si on a conscience qu'on est dans le système 1 et qu'on bloque, ou si on a conscience qu'on est dans le système 2 et qu'on est en train de s'ouvrir, ça change tout. Voilà, donc, surtout que la manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance que ce qui est dit, c'est la forme. Ça, c'est la communication non violente pour ceux qui en ont entendu parler, c'est vraiment leur leitmotiv, quoi. Donc, agilité relationnelle, capacité à entretenir des relations clés, capacité à adapter sa posture et sa communication, capacité à établir des ponts entre des points de vue et des ressentis différents, et capacité à demander ou offrir de l'aide. Et c'est ce qui fait qu'une équipe, un collectif, va pouvoir s'adapter. Donc, j'en ai un peu parlé. Sophie, elle, finalement, en s'entêtant dans sa position, elle s'isole un peu des autres, en tout cas par rapport à ceux qui, eux, avancent. Thomas, il s'isole complètement parce que lui, les autres ne savent pas du tout qu'il est mal et qu'il a peur. Eva, elle ose puisqu'elle a dit à son manager qu'elle était perdue, etc. Donc, encore une fois, elle s'est ouverte et ça ouvre du coup un espace de dialogue. Et puis, Karim, lui, il est allé voir son manager, il cherche des gens auprès de qui se renseigner, etc. Donc lui, il va chercher de l'aide sans problème. Donc vous voyez, 4 types de réactions différentes. Eva, elle, va chercher des alliances dans son entourage, et lui, Karim, il ouvre grand la fenêtre. Je vais peut-être me dépêcher, je crois. Oui. Alors, une clé pour l'agilité relationnelle. Donc, l'agilité individuelle, qui est clé au départ, elle reste fragile si elle reste solitaire. Donc, vous l'avez compris que l'agilité individuelle va servir l'agilité organisationnelle parce que c'est grâce aux relations qu'on établit avec les autres. Alors, les clés, encore une fois, des questions à se poser. De quoi as-tu besoin dans cette transformation si vous êtes manager? Et comment puis-je mieux adapter ma façon de te parler? Parce que le manager, il est aussi stressé. Donc, il ne parle peut-être pas de façon optimale avec ses collaborateurs. Question pour soi. Qui sont mes alliés dans cette transformation? De quoi ai-je besoin? Donc, à qui je peux aller demander de l'aide ou demander des informations ou des éclairages, etc. Et comment est-ce que moi, je communique naturellement? Notre Sophie, là, tout à l'heure, c'est pas sûr qu'elle communique de façon à faire venir les gens vers elle. Et comment je communique sous stress? Et enfin, la dernière agilité d'apprentissage. Donc, c'est notre façon, comme je vous disais, de tirer profit de l'expérience. Je rappelle le skipper qui essayait, après plusieurs tentatives, de franchir la passe. Il n'a pas échoué, il a franchi la passe, mais il y est allé en plusieurs fois. Donc, il a essayé, il a, je ne vais pas dire échoué, mais il a eu des apprentissages en direct, en fait, en live.
il a ajusté et au final, il a appris. Et je pense que la prochaine fois, il saura mieux passer une passe, quelles que soient les conditions météo. Donc, cette agilité d'apprentissage, en fait, notre cerveau n'apprécie pas les grands chambardements, les grandes transformations. Il a besoin d'avancer par essai-erreur. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, on fait un petit pas, on apprend, on recueille du feedback, on a une information, et du coup, on ajuste et on continue, on apprend au fil de l'eau. Et ça, c'est la capacité, justement, à pouvoir apprendre étape par étape, plutôt que de se dire, voilà, je vais franchir un grand Rubicon et j'aurai appris finalement à me transformer. Donc, l'action, c'est vraiment la clé, parce que c'est l'action qui va éclairer, en fait. Si on n'avance pas, on reste dans l'immobilisme. Descartes nous parle d'une image d'un promeneur qui est dans une forêt. Il est perdu, il y a du brouillard, la végétation est dense, tous les chemins se ressemblent, il ne sait pas où aller, et donc du coup, il a peur, en plus il est perdu. L'option la pire, c'est de ne rien faire. Donc Descartes dit, il faut être audacieux, il faut faire un pas, choisir un chemin, et puis après le premier pas, il y aura peut-être une clairière, ou il y aura peut-être une information qui lui dira c'était pas le bon chemin, donc reprends un autre chemin. Ou au contraire, il va avoir des signes qui vont lui permettre d'aller plus loin. Donc en fait, notre apprentissage, c'est d'entrer en action et avoir conscience de c'est le principe même de l'itératif, auquel nous sommes tous attachés en tant qu'agilistes. C'est le principe fondamental. Donc avancer, se mettre en action, pour pouvoir justement ajuster au fur et à mesure et nous adapter. Donc il faut avoir cette conscience que nous apprenons à chaque fois et qu'il faut avancer pour voir, quoi. Bon, je passe leurs différentes réactions. Vous avez compris les typologies de personnalité. Je pense que vous en avez tous un ou une comme ça autour de vous. Donc vous connaissez les réactions. Donc une clé pour l'agilité d'apprentissage, c'est vraiment choisir un chemin, avancer, se fixer un objectif en se disant, voilà, quelle est la première action que je peux faire pour cette semaine, même si elle est imparfaite, pour pouvoir aller vers mon objectif de transformation. C'est par exemple Karim qui a reporté la prise de contact avec son père dans une autre entreprise. Il l'a reporté pendant 2 semaines. Et à un moment donné, il se dit, bon, voilà, mon petit pas, là, c'est je vais lui envoyer un mail et je saurai que j'ai avancé quand le rendez-vous sera inscrit dans mon agenda. Voilà, donc là, il y a une avancée, il y a une action et il y aura un feedback. Voilà. Donc, en synthèse, les 4 clés à retenir avec le questionnement qui va derrière, c'est pour l'agilité cognitive, c'est nommer le changement avant d'agir, avec le recul nécessaire, donc système 2. L'agilité émotionnelle, c'est une émotion nommée devient une information. C'est dans la relation que naît l'agilité relationnelle, la relation entre les agilités individuelles. Vous voyez que si les individus n'ont pas développé leur agilité individuelle, c'est difficile de transformer une équipe, une organisation, un système. Et choisir un chemin pour recueillir du feedback, ça c'est notre agilité d'apprentissage. Alors, fort de cette réflexion, de ces travaux et de mon expérience, j'ai mis en fait une démarche que j'ai appelée Navi pour mieux naviguer en incertitude. Vous avez vu que j'aimais un peu la voile. Voilà, donc c'est un peu mon champ lexical. Et donc, pour mieux accompagner mes équipes dans un projet de transformation ou une personne, eh bien, j'ai mis au point cette méthode. Voilà, je vous la montre juste pour que vous sachiez qu'elle existe, mais mon but ici n'est pas effectivement de vous la présenter en détail. Donc, avec une première étape, vous voyez ici, il y a une courbe du changement. Et dans cette courbe du changement, eh bien, la première étape, c'est de pouvoir nommer le changement pour mieux l'appréhender. Ensuite, c'est amortir l'impact émotionnel et challenger
challenger ses croyances limitantes, parce qu'on a plein de croyances limitantes qui nous freinent. J'y arriverai pas, je suis pas capable. Enfin bon, on a tous connu ça. Ensuite, c'est prendre conscience de ses ressources et les valoriser pour permettre justement de rebondir par rapport à ce changement. Et enfin, incarner le changement en action, puisqu'on a dit, on a conclu qu'il fallait ne pas rester immobile. Voilà, donc c'est une démarche Navi. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous en parler davantage. Voilà, dernière petite sollicitation. Selon vous, quelle est votre agilité dominante entre les 4? Comment? D'apprentissage? D'accord. OK. Ça, c'est une de vos forces. OK. Et si vous deviez développer une autre agilité, ça serait quoi votre premier petit pas? Bon, je ne suis pas en train de vous coacher. Hein. C'est difficile de réfléchir. Mais posez-vous la question. J'ai cette agilité d'apprentissage en moi, qui est une force. Comment je pourrais développer, je ne sais pas moi, l'émotionnel ou la cognitive? Vous vouliez dire? Moi, je serais plutôt en amortissement émotionnel. J'arrive bien à contenir, dans un premier temps, mes émotions pour les reporter, peut-être les mettre en mots plus tard. D'accord. Vous les contenez? Dans un premier temps. D'accord. Je ne vais pas exprimer mes émotions instantanément. D'accord. La réaction. Alors, ça peut être bon ou ça peut être... faut voir. Parce que si vous la refoulez, elle va ressortir à un moment donné. Hein. C'est juste le temps de prendre du recul. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Le temps qu'on me demande pour réagir. Oui, tout à fait. Bien. Oui? Oui. Je vous en prie. Oui, c'est le cas souvent. Ouais. Alors, je pense que déjà de se poser les questions, c'est très bon. Ça veut dire que vous avez activé votre système 2. Enfin, je dis bon, c'est pas un jugement, hein, c'est bien, c'est pas mal. Hein. Mais déjà, le fait de se poser des questions, même si j'ai pas les réponses, c'est déjà que vous avez enclenché quelque chose. Bon. Après, on a des managers. Et on a des N+1, des N+2, donc leur rôle, même s'ils ne font pas toujours leur boulot, bon, c'est de remonter ces questions. Parce qu'en fait, les décisions peuvent être prises en haut lieu, mais sans que... c'est très stratégique, mais on ne se pose pas la question de mais quels outils ils vont utiliser à la base. Qu'est-ce que ça va impacter en termes de, je sais pas moi, d'horaire ou d'interaction, on est d'accord. Mais si vous ne les remontez pas, si vous ne les posez pas ces questions, déjà... vous vous privez d'avoir peut-être une chance d'avoir des réponses qui... Et ça, c'est tout l'art et le talent de ceux qui accompagnent le changement, nous les coachs agiles, parce que justement, c'est notre rôle de venir faire du lien entre la tête qui a décidé quelque chose et la base qui se dit, mais ça veut dire quoi et qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Il n'y a pas de réponse miracle à votre question, mais déjà, ce qui est positif, c'est de se poser la question et de les exprimer. Ouais, une dernière question pendant les 2 dernières minutes? Non? C'était clair pour vous? Ah, pardon. J'avais une question, je me disais que est-ce que c'est pas souvent le fait de la manière dont les managers doivent exprimer le changement ou la transformation qui est beaucoup plus important que le changement même. C'est-à-dire, par exemple, si on veut parler d'une transformation chez les équipes, est-ce que c'est pas la manière de verbaliser qui peut soit mettre les collaborateurs dans une situation de peur par rapport à tous les cas que vous avez exprimé que le changement en lui-même en question. Oui. C'est-à-dire creuser, c'est-à-dire travailler davantage sur la façon de verbaliser. Sur la forme. Sur la forme, voilà. Ouais. Je suis d'accord. Mais les managers, ils vivent aussi la situation de façon... ils ont les pétages parfois. Hein. Eux aussi. Hein. Je veux dire, ce sont des humains comme nous tous. Donc, comment eux gèrent aussi cette appréhension, cette anxiété. Donc, évidemment, la forme est très importante, je suis d'accord. Mais le deuxième élément de réponse que j'ai envie de vous donner, c'est lui, il va délivrer une information
qu'on lui a transmises. Mais ensuite, l'idée, c'est qu'il travaille sur les changements, sur qu'est-ce que ça signifie pour les uns et les autres, en interaction avec ses collaborateurs. C'est eux qui vont traduire ce qu'ils comprennent du changement au quotidien, quoi. Et alors là, les gens, vous les embarquez. Il y aura toujours celui qui résiste, mais au moins, ils peuvent s'exprimer. Et c'est ce que disait monsieur, c'est que si je peux exprimer et poser mes questions, on avance tous ensemble, quoi. Mais en tous les cas, merci pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Merci. Bon appétit.